Bonjour à tous, dans cette vidéo on va continuer un petit peu le cours du chapitre 6. Je vous rappelle qu'on était dans le grand 2 sur les transformations chimiques, et dans ce début de grand 2, on a rappelé ce que c'est qu'une réaction chimique, et on a rappelé pourquoi et comment il faut équilibrer l'équation de la réaction. Alors je vais vous montrer quelques petites images là pour vous expliquer un petit peu ce qu'on va raconter dans cette partie, et puis après j'afficherai un petit résumé de cours que vous pourrez recopier dans le cahier, ça sera pas très long. Alors pour comprendre ce qu'on va raconter, on va repartir de la première réaction qu'on a évoquée la semaine dernière, à savoir la combustion du carbone. Donc vous vous rappelez, on fait brûler un petit morceau de charbon dans un récipient dans lequel on a mis que du dioxygène. Et ce qu'on va voir là, c'est que cette réaction peut se dérouler de différentes manières. On va imaginer 3 cas de figure qui vont nous permettre de comprendre un petit peu le vocabulaire et les points importants. Alors premier cas de figure, on va imaginer que dans ce cas-là, donc dans le bocal, on met un morceau de charbon qui serait constitué uniquement de 4 carbones, donc 4 atomes de carbone, et dans le récipient, on aurait mis seulement 2 molécules de dioxygène. Alors on n'oublie pas qu'en vrai, on va le rappeler juste après, les molécules se comptent toujours par millions, voire par milliards. Nous là, on va prendre que quelques-unes pour bien comprendre un petit peu ce qui se passe. Alors je vous rappelle l'équation de la réaction, hein, le carbone donc qui réagit avec le dioxygène et qui donne du dioxyde de carbone. Donc C plus O2 donne CO2. Là, d'après ce que j'ai affiché, on peut dire donc qu'au début de la réaction, on a 4 molécules, ou plutôt atomes de carbone, on a 2 molécules de dioxygène, et on a 0 molécule de CO2 puisque la réaction n'a pas démarré. La réaction va démarrer, le dioxygène réagit avec un atome de carbone, il se forme du CO2, l'autre, même chose, et puis la réaction s'arrête. On s'aperçoit qu'à la fin, il reste 2 atomes de carbone qui n'ont pas réagi, il reste plus de dioxygène, et puis donc il s'est formé 2 molécules de CO2. Alors nous, ce qu'on va dire, tout simplement, c'est que la réaction, elle s'est arrêtée parce que dans ce cas-là, il n'y avait plus de dioxygène. Il n'y en avait pas assez au début, et comme il n'y en avait pas assez au début, on va appeler ce réactif le réactif limitant. Et on comprend déjà que le réactif limitant, c'est donc celui qui va arrêter la réaction, celui qui va être épuisé en premier. Alors imaginez un deuxième cas de figure, on a toujours donc la même équation de réaction, mais cette fois, au début, vous le voyez, on a donc cette fois 2 atomes de carbone qu'on va faire réagir avec 3 molécules de dioxygène. Et puis au début, donc, on n'a pas de dioxyde de carbone puisque la réaction n'a pas démarré. Alors cette réaction, elle se déroule, le dioxygène réagit avec les atomes de carbone, et on s'aperçoit qu'à la fin de la réaction, il ne reste plus d'atomes de carbone, par contre il reste une molécule de dioxygène, et il s'est formé 2 molécules de CO2. Donc là on s'aperçoit que dans ce cas-là, la réaction s'est arrêtée car il n'y a plus d'atomes de carbone disponibles, ils ont été entièrement consommés, et donc on va pouvoir dire que dans ce cas-là, le réactif limitant, c'est le carbone. Voilà, troisième cas de figure, toujours la même réaction, la même équation. Cette fois, au début on a 4 atomes de carbone, on a 4 molécules de dioxygène, et puis on n'a pas de molécules de dioxyde de carbone puisque la réaction n'a pas démarré. Cette réaction va se dérouler, vous l'avez compris, chaque molécule de dioxygène réagit avec un atome de carbone, il se forme des molécules de dioxyde de carbone, et en fin de réaction, on observe qu'on n'a plus d'atomes de carbone, on n'a plus de molécules de dioxygène, et il s'est formé 4 molécules de dioxyde de carbone. Alors là, cette fois, la réaction s'est arrêtée parce qu'il n'y avait plus aucun des deux réactifs, ils ont été tous les deux consommés intégralement. Dans ce cas-là, on dit que ni l'un ni l'autre n'était limitant, ou plutôt ils étaient tous les deux limitants. On dit en fait qu'ils étaient introduits en proportion stoichiométrique, c'est-à-dire pile dans les bonnes proportions pour qu'à la fin il n'en reste plus. Alors avant de conclure sur les 3 cas qu'on vient d'évoquer, un petit rappel, comme j'ai dit tout à l'heure, dans les échantillons de matière habituels, c'est-à-dire par exemple dans le morceau de charbon ou dans le dioxygène qu'on a mis dans le récipient, il n'y a jamais que quelques atomes ou que quelques molécules, il y en a toujours des millions, voire des milliards et des milliards. Et vous vous rappelez, on l'avait évoqué en début d'année, hein, on les compte, du coup pour simplifier un petit peu, on les compte par paquet, et chaque paquet, on appelle ça une mole.
Le nombre de moles s'appelle la quantité de matière, on le note avec la lettre petite n. Et vous vous rappelez aussi peut-être que dans une mole, donc il y a toujours le même nombre d'entités, 6,02 fois 10 puissance 23, c'est ce qu'on avait appelé le nombre d'Avogadro. Donc pour conclure sur nos trois cas de figure, on peut dire que tout simplement pour la combustion du carbone, le réactif limitant c'est celui qui a la plus petite quantité de matière, le plus petit nombre de moles au début. Alors pour vous aider à comprendre ce qu'on vient de dire là et ce qu'on dira ensuite, on peut essayer de prendre une analogie avec quelque chose de peut-être un petit peu plus concret. On peut comparer la réaction chimique à une recette de cuisine en fin de compte, dans laquelle on a des ingrédients et un résultat, quelque chose qu'on veut obtenir, qu'on veut fabriquer. Par exemple, donc la réaction de combustion du carbone, qui était une des plus simples qu'on puisse décrire, on peut la comparer à une recette qui serait très simple, une recette par exemple de fabrication d'une tartine avec du fromage, dans laquelle on a juste deux ingrédients, une tranche de fromage, une tranche de pain, et on obtient donc une tartine. Alors imaginons un cas de figure où, avant la réaction, entre guillemets, avant la fabrication, on aurait en stock 3 tranches de fromage et 4 tranches de pain. On va essayer de chercher quel est le réactif limitant. Dans ce cas-là, c'est assez simple à trouver, hein. En fin de réaction, on va réussir à fabriquer 3 tartines, et puis il va nous rester, si vous regardez bien, une tranche de pain. Donc on va dire qu'ici, l'ingrédient limitant, c'est le fromage, il n'en reste plus à la fin, et c'est à cause de lui que la fabrication s'arrête, puisqu'on a épuisé tout le stock. Par contre, il reste, on l'a dit, une tranche de pain. On pouvait le prévoir, puisque tout simplement la quantité de fromage était plus faible que la quantité de pain au début. Alors imaginez maintenant qu'on prenne les mêmes ingrédients à la base, c'est-à-dire toujours 3 tranches de fromage, 4 tranches de pain, mais on change un petit peu la recette. Cette fois, on aimerait fabriquer des sandwichs avec donc 2 tranches de pain, une tranche de fromage au milieu. En fait, on change les proportions des ingrédients, et du coup on obtient un nouveau produit. Alors si on part avec les mêmes stocks, et qu'on réfléchit un petit peu, on se dit que on peut réussir à fabriquer 2 sandwichs, si vous regardez bien, et il va nous rester dans ce cas-là une tranche de fromage. Et donc cette fois, l'ingrédient limitant, c'est le pain, puisqu'il n'en reste plus à la fin. Par contre, il nous reste du fromage qui n'a pas été utilisé. Et pourtant, la quantité de fromage initiale était bien inférieure à la quantité de pain. Alors pour comprendre, en fait, il ne faut pas oublier que les coefficients stoichiométriques ont changé, c'est-à-dire qu'on n'utilise plus les ingrédients dans les mêmes proportions que tout à l'heure. Cette fois, un fromage réagit avec 2 tranches de pain, 2 pains. Et donc, pour déterminer le réactif limitant, il ne faut pas comparer le nombre de tranches de fromage et le nombre de tranches de pain. Il faut plutôt comparer le nombre de pains divisé par combien on en utilise dans chaque sandwich, et le nombre de fromage divisé par combien on en utilise dans chaque sandwich. Si on fait ça, c'est-à-dire si on compare du coup 4 divisé par 2, ça fait 2, et 3 divisé par 1, ça fait 3, du coup on s'aperçoit que dans ce cas-là, la valeur trouvée pour le pain est inférieure à la valeur trouvée pour le fromage, et on pourra dire que l'ingrédient limitant, c'est le pain. Alors vous allez pouvoir écrire un petit résumé de cours. Donc là je vous conseille à la fin de cette diapo de faire pause et de recopier, et quelques lignes, ça sera pas très long, l'essentiel sur votre cahier. Donc ça correspond au petit c de la partie 2, du grand 2, déterminer le réactif limitant. Donc si on résume ce qu'on vient de raconter, lors d'une transformation chimique totale, au moins l'un des réactifs est entièrement consommé, on l'appelle le réactif limitant, et on peut prévoir quel sera le réactif limitant en comparant pour chaque réactif la quantité de matière initiale, n, divisée par le coefficient stoichiométrique. La plus petite valeur trouvée correspond au réactif limitant. Et le cas particulier, c'est si on trouve la même valeur pour tous les réactifs, c'est qu'ils sont tous limitants, ils ont été tous consommés, il n'en reste plus à la fin. On dit qu'ils ont été mélangés dans les proportions stoichiométriques.
Voilà, donc je vous invite à recopier ces quelques petites lignes. Et puis on va avoir un petit exemple, une application. On va reprendre en fait l'exemple de la combustion du méthane qu'on a vu aussi la semaine dernière. Je vous rappelle, c'est le gaz de ville qu'on brûle dans les cuisinières à gaz par exemple. Le méthane, vous vous rappelez qu'on avait écrit l'équation de la réaction, on l'avait équilibré aussi. On avait rajouté notamment, enfin on avait changé 2 coefficients pour que le principe de Lavoisier soit respecté. Et donc on avait un CH4 plus 2 dioxygène donne 1 CO2 plus 2 H2O. Donc on va prendre comme exemple un mélange de méthane et de dioxygène avec les quantités 2 moles pour le méthane et 2 moles pour le dioxygène. C'est-à-dire qu'on met le même nombre de moles de méthane et de dioxygène au début. Et la question donc, quel est le réactif limitant? Quel est lequel des deux réactifs va être épuisé, va être consommé totalement en premier? Et pour répondre à cette question, il suffit d'appliquer ce qu'on vient d'écrire dans le résumé de cours. On va comparer le nombre de moles de méthane divisé par le coefficient stoichiométrique du méthane, c'est-à-dire 1. Donc ça nous donne 2 moles divisé par 1, c'est-à-dire 2. Et on va le comparer donc avec le nombre de moles de dioxygène qu'on a mis au début, divisé par le coefficient stoichiométrique du dioxygène, c'est-à-dire 2. Et donc ça nous donne 2 sur 2, c'est-à-dire 1. Et donc on peut écrire que parmi les deux valeurs qu'on vient de calculer, celle qui correspond au dioxygène est la plus petite des deux, elle est inférieure à celle du méthane. Et donc on va pouvoir dire que le réactif limitant c'est le dioxygène. À la fin de la réaction, il n'y a plus de dioxygène, il reste du méthane dans le récipient. Voilà donc pour cette petite vidéo de cours. Je vais mettre un exercice juste en dessous sur le Padlet, un exercice d'application que vous pouvez essayer de faire si vous avez compris, ça ne devrait pas être trop difficile. Bon courage à vous!